Est-ce que cette femme était fondamentalement monstrueuse? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a basculé dans la monstruosité? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire d'elle qu'elle est un monstre aujourd'hui? J'ai eu du mal à trouver mes mots, j'ai même beaucoup tardé à trouver mes mots, puisque Charlotte attend encore un retour de cette expérience-là. Mais voilà, c'était très fort, très important, c'était la question essentielle. La question essentielle. Et une autre chose, autre parenthèse, lors des rencontres que Charlotte organise, dans cette maison d'arrêt du Mans, il n'y a que des femmes. Ce sont que des femmes qui sont bénévoles, qui sont volontaires pour aller enseigner, apprendre l'histoire, la littérature, animer des ateliers d'écriture. Voilà, j'étais très marqué par ça. Merci Charlotte. Je vais faire un tout petit intermède. Nous faisons la même chose, l'association à prison d'Alençon, mais il n'y a que des hommes. Et c'est vrai que c'est quelque chose de surprenant, sans faire d'angélisme. On a fait des rencontres étonnantes avec des prisonniers, en amenant des auteurs justement. Et je rejoins tout à fait ce que vous faites parce que c'est des moments assez riches quand même. Et puis je vais faire une autre aparté. J'ai eu une conversation tout à l'heure avec une personne dans cette salle que je salue et je suis très heureuse qu'elle vienne assister à cet entretien et qui a certainement beaucoup souffert du fait que, vous voulez bien que je le dise? Ça ne me gêne pas. Donc elle a beaucoup souffert puisque elle a été, ses parents étaient, vous m'arrêtez, allemands, et tchèques, voilà, ont fui le nazisme. Je crois même que vous avez eu un frère ou un oncle qui a été caché par votre famille parce qu'il était anti-nazi et qui maintenant encore souffre de cet ostracisme qui peut atteindre des personnes qui viennent d'autres pays. Et donc ce que l'on va dire là aujourd'hui à travers ce livre, ça n'est pas réquisitoire, croyez-le bien, contre les Allemands. Parce que dans un même cas de figure, en France, on a vu des personnes politiques peu recommandables. Et donc on aurait pu nous aussi basculer dans une horreur comme ça, qui sait. Voilà. Alors on est dans le cœur du sujet en fait. Ce livre-là, pardon, mais on y est. C'est quoi? C'est l'histoire de Magda Goebbels. C'est l'histoire de cette femme qui va tuer ses 6 enfants. C'est une tentative de... J'ai essayé de comprendre ce qu'elle avait dans la tête, comment elle avait procédé, qui elle était, comment elle pouvait faire une telle chose. Et j'ai été très vite lassé, j'ai failli arrêter d'écrire ce bouquin en me disant à quoi bon consacrer autant de temps à cette femme qui finalement ne méritait pas la peine. Et j'ai découvert qu'elle avait été élevée par un homme qui s'appelait Richard Friedlander, qui était juif, commerçant berlinois, qui a fait partie des premiers déportés dans les camps de concentration, et pour lequel elle n'a rien fait, elle l'a laissé mourir là-bas, alors que cet homme l'a élevée pendant 20 ans. J'ai découvert qu'elle avait été une folle amoureuse à 15-16 ans d'un homme qui s'appelait Viktor Arlosorov, qui est un des fondateurs de l'État hébreu. Elle l'accompagnait pour faire des quêtes, pour faire des collectes pour le retour l'an prochain à Jérusalem, pour le retour dans l'État hébreu. Et cet homme est parti sans elle, et il est mort en 31 ou 32. Dans les premiers. En Palestine, dans ce qu'on appelait le foyer national juif. C'est une tentative d'essayer de comprendre comment on devient un monstre, comment on bascule dans ces actes qui vont définitivement vous caractériser. Et ça fait 30 ans que je rêve d'être journaliste, d'être écrivain. Ça fait 30 ans que je rêve de faire comme Hemingway, d'écrire un bouquin, comme je l'ai reçu quand j'avais 14-15 ans. Et j'ai mis... On n'est pas au tango, Marc. Il veut faire un moment avec toi, là. Allez, un peu détente dans ce sujet-ci. C'est difficile. Ça fait 30 ans que je bats, c'est que je fais des pas de deux avec des monstres de différentes origines, de différents profils. Au Rwanda, je me souviendrai toute ma vie, j'ai fait un long tête-à-tête avec un homme qui s'appelait James Kabarebe, qui est un des leaders de ce qu'on appelait le deuxième génocide. Au Rwanda, en 1994, il y a le génocide qu'on connaît tous. En quelques semaines, 900 000 personnes, 900 000 Tutsis vont être exterminés par les Hutus, en 3 mois en réalité. Et
Et 4 ans plus tard, en 1998, les Tutsis ont pris le pouvoir et il y a eu un deuxième génocide. Ils sont allés au Congo pour chasser les anciens génocidaires. Et l'homme qui a mené ce deuxième génocide s'appelait James Kabarebe. Et il en a exterminé 600 000 en 2 mois et demi parce qu'ils étaient Hutus. C'est un génocide parce qu'ils étaient Hutus. Et ça a toujours été ça qui m'a perturbé, qui m'a questionné. Jusqu'où on peut aller pour l'idée qu'on se fait de l'autre. Jusqu'à quoi on peut réduire quelqu'un. Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui forme notre identité? J'en parle pas dans le bouquin, mais c'est la même problématique. Je m'appelle Sébastien Spitzer. J'ai un nom juif. Je suis catholique et j'ai appris l'arabe. Donc c'est un mélange un peu de tout. Pour le Figaro, en 1997, c'est ça, 97, je suis allé au Liban, j'apprenais l'arabe, j'étais passionné, j'étais très heureux, et j'ai eu l'occasion de faire une interview en tête-à-tête avec Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, c'est le chef du Hezbollah. C'est le chef du Hezbollah, c'est l'absolu épouvantail de tout le Proche et Moyen-Orient. C'est le chef du Hezbollah. Et donc, je suis arrivé jusqu'à cet homme-là par des voies détournées, les yeux bandés, tout ce que vous voulez. Et j'ai fait une interview avec lui. Elle a duré 1 heure. Et quand j'en suis sorti, après, on m'a dit, comment tu peux rencontrer des bonhommes pareils? Comment tu peux aller chercher des bonhommes pareils? C'est quand même un drôle de type. C'est ça tout l'intérêt d'écrire un livre à mes yeux. En tout cas, c'est ça qui m'intéressait. Il faut aller regarder les extrêmes. Enfin, c'est intéressant de se mettre dans la tête des extrêmes. Il n'y a pas de corps malsain. Il n'y a pas d'histoire malsaine. C'est comme l'autocensure ou l'interdit. À partir du moment où les journalistes vont s'autocensurer au nom du politiquement correct, de ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas, à partir du moment où un auteur va s'autocensurer en se disant j'aborde ce sujet ou je ne l'aborde pas, à partir du moment où j'ai un oncle qui me dit Sébastien, comment as-tu osé écrire ce livre-là? Comment oses-tu fictionner l'indicible? Comment oses-tu fictionner l'indicible? C'est-à-dire écrire un roman sur une histoire qui est tellement effrayante qu'on ne trouve pas les mots pour la qualifier. Pour essayer de comprendre, pour essayer de me glisser dans la peau d'eux, sans interpréter, sans faire de psychologie de base, c'est pas du tout mon truc. Ma petite amie est psychanalyste, ça c'est son affaire. Moi je prends des faits, des moments clés, et je les raconte dans le détail, et pour moi la vie est faite de pas de doigts. Vous avez le choix. Quel chemin vous allez emprunter pour affronter cette situation? Dans quel sens vous allez agir? Et voilà, donc c'est cette problématique qui m'a été fortement révélée grâce à Charlotte pendant cette réunion, pendant cette rencontre, qui est au cœur de ce livre-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, c'est plus particulièrement les derniers instants du régime nazi, mais avec une double vision, celle des bourreaux et des derniers instants des bourreaux parce qu'ils sentent leur pouvoir faiblir, et puis celle des survivants qui vont lutter à chaque instant pour transmettre, pour aller le plus loin possible. Et vous verrez à travers ce livre comment ils ont pu transmettre des choses. Vous avez osé la fiction, ce qui n'était pas évident, alors que les travaux des historiens ont tout archivé, on le croit, ont éclairci, restitué, etc. Et vous êtes allé sur un autre chemin intéressant qui concerne non pas relater la guerre, on a eu des milliers de livres là-dessus, mais l'histoire vue à hauteur d'homme. Et c'est peut-être de ces hommes et ces femmes-là que j'aimerais que vous nous parliez dans votre livre. Alors évidemment, on a commencé à parler de Magda Goebbels, mais il y en a bien d'autres extrêmement attachants que j'aimerais que vous évoquiez. Alors je vais le faire tout de suite en prenant soin de parler doucement et distinctement, voilà. Puisqu'il y a de l'écho dans cette salle. Deux questions. La première partie de votre question. Oui, tout a été écrit sur cette période. J'ai travaillé pendant 3 ans au mémoire de la Shoah. Je suis allé tous les jours, ou presque tous les jours là-bas pour me documenter, me surdocumenter, parce que je n'avais pas le droit d'écrire de sottises sur cette histoire-là. Je n'avais pas le droit d'être approximatif.
Vous savez, le mur de la Shoah, vous y allez le visiter, il y a tous ces murs avec tous les noms des déportés juifs de France qui sont gravés dans les murs. Et à chaque fois, en y allant, en passant là, c'est un garde-fou. Tu n'as pas le droit de raconter de sottises. C'est une mort à l'intime, c'est un garde-fou. Tout a été dit, mais il y a plusieurs façons de raconter l'histoire, vue de haut, vue de loin, avec des chiffres, des dates, des moments clés, des interprétations, et puis en essayant de se glisser dans la peau d'eux. Je suis journaliste, pendant 30 ans j'ai fait ce métier, pendant 30 ans j'ai vu beaucoup de choses, pendant 30 ans j'ai senti, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai touché, et j'ai essayé de mobiliser tous mes sens, et ma langue, l'écriture, pour essayer de restituer au plus près ces moments de l'histoire qui ont été si bien déjà racontés, détaillés, mais de me replonger dedans. Deuxième partie de votre question, les personnages. Ça commence avec Magda Goebbels. Magda Goebbels, le début du livre, c'est la chute. C'est la chute, c'est la descente finale dans ce bunker dans lequel elle va se terrer avec ses 6 enfants qu'elle va finir par tuer. Et toutes les minutes de ceux qui ont vécu ces quelques semaines dans le bunker ont été restituées, racontées dans le détail. Mais il manquait des petites choses dans les récits des historiens. Il manque, pardon d'être trivial, mais il manque l'odeur de pisse des chiens de Hitler qui ne sortent pas pendant 2 semaines. Il manque le froissement de l'air avec les aérateurs, il manque les draps qui collent parce qu'il y a l'angoisse, il manque le frisson des enfants qui, à longueur de journée, entendent au-dessus de leur tête, ils sont 8 mètres sous terre, toutes les bombes de toutes les armées du monde qui leur passent au-dessus de la tête pour essayer de les rattraper. Il manquait ces choses-là, voilà, palper, sentir, voir, toucher. Donc j'ai essayé de mobiliser mes sens pour raconter ça, pour raconter la chute de Magda et pour raconter l'avancée, la marche, la survie des derniers survivants des camps de concentration et notamment de cette petite fille qui s'appelle Ava, qui est née en camp de concentration à Auschwitz, comme d'autres, puisque l'histoire nous raconte qu'à Auschwitz, il y a plus de 2000 enfants qui sont nés. Les mères arrivées enceintes, ou beaucoup plus rarement tombées enceintes. Mais ça, la nature l'empêchait la plupart du temps. Et il n'y avait pas que la nature qui l'empêchait, il y avait aussi les officiers nazis qui, à la naissance de chaque enfant, étaient bien présents pour tuer et exécuter devant la mère l'enfant, le nouveau-né. Sur ces plus de 2000 enfants, une sage-femme qui s'appelait Stanislawa Leszczyńska, polonaise, obligée d'opérer aux côtés de Mengele, parce qu'elle était déportée politique, est parvenue à en sauver 30. Les 30 ont survécu au camp d'Auschwitz et en 1970 sont allés la voir à Varsovie, cette sage-femme, Stanislawa Leszczyńska, pour la remercier de leur avoir donné la vie et sauvé la vie. Et les 30 enfants s'appellent Stanislas, Stanislava ou Ava. Et j'ai donc en partie inventé l'histoire de cette petite fille qui, comme une autre petite fille, est née dans le camp, rescapée du camp, et s'appelle Ava, et porte avec elle la mémoire d'un homme, la mémoire du beau-père, la mémoire de l'homme qui a aidé Magda Goebbels, que de main en main, de témoin en témoin. Vous savez, quand on fait des courses de relais, on se donne le témoin. Et c'était ça l'idée, ce rouleau avec ces quelques lettres, ces quelques mots, écrits sur des bouts de ce qui traîne, de ce qui reste, avec des bouts de fringues, avec l'encre de sang. Voilà, et cette petite fille porte la mémoire de Richard Friedlander, l'homme qui élevait Magda Goebbels. Et justement, je trouve que c'est la trame du livre. C'est tricoté sur toutes ces lettres qui sont évidemment apocryphes, mais qui rendent bien compte de ces déportés qui voulaient coûte que coûte vivre, si cela était possible, mais transmettre à chaque fois l'horreur pour que le monde ne sache ce qui s'est passé. Et ça, c'est très très émouvant dans votre livre. Georges Bensoussan est un grand historien. Il travaille au mémorial de la Shoah. Et il a écrit un livre qui s'intitule Les Mémoires de Sandre, les lettres de Sandre. Ce sont ces bouts de mots, ces quelques
morceaux de tissu arraché qu'on a retrouvés dans les camps, avec une initiale, avec une date de naissance, avec un numéro pour juste laisser une trace. Vous savez, vous avez peut-être vu Shoah, le film de Lanzmann, ou au moins des extraits si c'est pas en entier. Il raconte ces trains qui traversaient la Pologne. Mais il y a tellement d'autres choses à raconter, mais moi il y a un détail qui m'avait fasciné, c'est d'entendre que de ces trains, de ces wagons à bestiaux qui traversaient la Pologne pour finir dans les camps, les déportés laissaient partir des bouts de papier, des bouts de ce qu'ils pouvaient pour qu'il reste une trace de leur passage. Voilà, je suis en route vers le camp de la mort, je connais l'issue. Voilà, et c'est cette idée-là de ces mémoires qui sont jetées comme le petit pousset, comme une trace, comme Il y a deux phrases magnifiques dans ce livre que vous mettez dans la bouche de ces déportés. Je vais lire ces deux phrases. Donc, ces lettres sont écrites à Magda. Je ne sais pas si on peut fermer la porte. Magda, nous porterons ces lettres jusqu'à toi. Magda Goebbels, fille de Richard Friedlander. Nous te tuerons de nos morts. C'est terrible. Et la deuxième phrase, c'est « Nous porterons ces lettres jusqu'à toi, Magda. Nous te tuerons de nos morts. » Et l'autre, c'est « Tu es le pire mensonge du siècle. » C'est des phrases très fortes qui montrent bien la rage des déportés devant cette ignominie. Et la mémoire, elle écrit. Au mémorial je suis historien de formation. L'histoire, j'adore l'histoire. Je suis abonné à la revue d'histoire depuis 25 ans. Quand je ne reçois pas mon numéro, je deviens fou. Au mémorial de la Shoah, il y a des traces, il y a des petits bouts de papier, il y a des petits riens qui ont tellement de valeur. C'est Ariel Sion, qui est la documentaliste là-bas, me montait pendant mon travail d'accumulation d'informations, régulièrement des témoignages, des récits, des recueils de récits divers. Et voilà, c'était fort de les voir, de voir ces marques-là. Et donc, c'est tout ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est la mémoire, comment la mémoire se transmet. Et le jour où j'ai découvert l'histoire de Richard Friedlander, donc l'homme qui va élever Magda Goebbels, quand j'ai découvert que cet homme, il y avait 3 lignes en allemand, dans Wikipédia en allemand sur lui, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle a presque réussi son coup. Il ne restait presque plus aucune trace de cet homme-là, Richard Friedlander. En tout cas, pas abordable à un grand public francophone. Et il avait presque réussi son coup, effacer toutes les traces de son père. Je crois que cette phrase, ces témoignages fait vraiment la force du roman, parce qu'en fait, elles sont la mémoire des camps, et c'est vraiment un témoignage de toutes ces vies effacées, voilà, qui auraient pu être effacées comme dans le sable. Écrire va être emporté par l'eau, et ça, c'était vraiment une chose qui est très importante pour témoigner, que j'ai beaucoup admiré dans le livre. Ce qui est formidable aussi, votre roman est très documenté. Vous mettez en scène un théâtre évidemment très macabre, où les hommes sont en charpie, voilà, mais vous gardez toujours une espèce de distance. Il n'y a pas de voyeurisme dans ce livre. Il faut vraiment être très conscient de ça. Je dois beaucoup apprécier ça. Et pour conclure, je dirais que, ironie de l'histoire, parce qu'il y a une fin à ce livre, cette petite Ava est un des personnages. En fait, Ava, elle est un peu un contrepoint de Magda. D'un côté, il y a ce monstre, cette espèce de Médée des temps modernes, et puis de l'autre côté, cette petite fille lumineuse qui s'accroche à la vie, comme ces petites filles qui ont survécu, une quarantaine, c'est tout à fait trentaine, ce qui est très peu et ce qui en même temps est exceptionnel. Et c'est comme dans toutes les tragédies. C'est comme dans toutes les tragédies. Vous avez donc cette petite fille fragile et cette femme surpuissante, et puis finalement la femme surpuissante, Magda, n'a plus aucun pouvoir et se taire, et la petite fille porte l'espoir, donc est réinvestie d'une certaine puissance.
Et c'est une tragédie. Mais l'idée d'une enfant fragile plus forte que tout le reste, c'est Anouilh, c'est la tragédie, c'est Antigone. Les premières lignes d'Antigone, c'est, vous voyez là, la petite brune qui est dans le coin de la salle, dans le fond de la salle, elle s'appelle Antigone, et bientôt elle va se lever. Elle va se lever, mais elle est triste. Elle profite de ses derniers instants parce qu'elle sait que bientôt elle va mourir. Tout est annoncé dès le débur, c'est ce qui va se passer. Et donc cette petite fille, là je parle d'Antigone, Anouilh, elle est plus forte que le monde, elle est plus forte que Créon, elle est plus forte que tous les rois. Et c'est comme l'espoir, c'est comme la mémoire. La mémoire, elle est plus forte que tous les criminels. La mémoire, elle est... Alors, je comprends, pour vous, madame, c'est difficile de s'entendre dire toi, t'es allemande, t'es la sale boche, etc. C'est infernal. C'est infernal, mais il y a un cri, c'est un cri de la mémoire. Il y a eu un... Comment? Ça s'est passé encore hier. Oui. Alors, dans ce livre, il y a aussi d'autres personnages exceptionnels. Alors, d'abord, on va parler de cette photographe qui a existé. D'ailleurs, je crois qu'un film va être tourné sur elle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, dans ce livre-là, il y a deux personnages lumineux, parce que c'est un livre sombre, ténébreux, avec une Adespoirava. Il y a deux personnages lumineux. C'est Stanislava Leczinska, pour moi, cette sage-femme, qui apparaît brièvement. Et puis, surtout, Lee Miller, qui est... Lee Miller, qui était cette mannequin américaine, nouvelle comme le jour, la muse de Man Ray, la petite l'amie de Picasso, qui a demandé à ses copains photographes de lui apprendre à servir d'un appareil photo avant le début de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est engagé volontaire pour être avec les troupes américaines quand elles ont libéré l'Europe, et qui a fait les premières photos du camp de Dachau. Et quand elle a envoyé ces photos à sa rédactrice en chef chez Vogue, le retour qu'elle avait, c'était « Vous êtes folle, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette mise en scène, c'est macabre, on ne publiera jamais ça ». Et elle est parvenue, en insistant, à se faire entendre, à se faire voir. C'est vrai, ce que je vous montre là est vrai. Et une photo d'elle très célèbre le lendemain de ces photos prises à Dachau, où elle est à Munich avec des troupes américaines qui ont investi un grand immeuble. Et il se trouve que cet immeuble, c'était l'immeuble qu'habitait Hitler. Et elle prend un bain dans la baignoire d'Hitler. Dans la baignoire d'Hitler. Il y a une photo exceptionnelle, je ne sais plus si... Non, c'est dans le livre qui est écrit sur elle par son fils, qui est très intéressant. Et l'année prochaine, il y aura un film sur elle. Parce que cette femme-là, Lee Miller, à la fin dans le dernier tiers du livre, elle recueille Ava, et c'est elle qui va finir l'histoire. Et l'année prochaine, c'est Kate Winslet qui va l'incarner. Mais la mémoire, c'est quand même dingue. Pour écrire ce livre, j'ai eu le fils de Lee Miller au téléphone pour négocier la photo, parce que c'est une photo en couverture de Lee Miller. Voilà. Et il a signé avec 2 studios américains et australiens un contrat pour que le film puisse se faire, et un contrat d'exclusivité. Et pendant 5 ans, il n'a plus le droit de parler de sa mère. Pendant 5 ans, il n'a plus le droit de répondre aux questions des journalistes sur sa mère, pour les expositions, pour les besoins de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est né pour défendre la mémoire de sa mère. Voilà. C'est pour la bonne et pour la mauvaise cause. Il a signé un contrat d'exclusivité, je pense qu'il arrivera à le casser quand même. Mais c'est fou la mémoire, comment elle peut être empêchée parfois aussi. Par l'argent. Donc on peut dire quand même que vous êtes un passeur d'histoire. Je suis passé par l'histoire. Vous êtes passé avec cette écriture qui est à la fois douloureuse, mais qui est vraiment empreinte d'une humanité qui est, je trouve, salvatrice, que je trouve... et on respire quand même à la fin du livre. Voilà, c'est pas noir, bien sûr, l'époque est noire, l'époque est noire, mais vous avez apporté des touches je ne peux pas dire d'espoir, mais qui rend la chose moins noire. Ouais. Voilà. Quand j'avais, je sais pas, 17-18 ans, j'avais adoré un bouquin. Je découvrais l'histoire du peuple juif, je me plongeais là-dedans, de Marie Calder, qui s'intitulait La mémoire d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre-là, La mémoire d'Abraham. Et c'est l'histoire d'un petit rouleau qui passe de génération en génération et qui, depuis Jérusalem à nos jours,
raconte un interminable cauchemar. Un interminable cauchemar. Vous, ça fait 2 générations que vous entendez des choses insupportables, mais le peuple juif, ça fait 2000 ans. Et on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. Dans ce livre, c'était affreux, c'était sinistre, c'était tragique, mais comme dans toutes les tragédies, si on tient jusqu'au bout de cette... Pardon, on n'entend pas. On a commencé 5 minutes en retard. On a l'autorisation du grand patron. Fait du rap. Je voudrais bien avoir signé l'autorisation. Ah ben, je l'ai signé dans ma poche. Non, non, ça ne va pas être long. On arrête tout de suite. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce merveilleux livre que je vous encourage à lire. Donc, la comédie, c'est une histoire qui commence mal et qui finit bien. La tragédie, c'est une histoire qui commence bien et qui se termine mal. Romain Gary disait dans la vie, il y a 2 façons de voir la vie. Ceux qui pensent la voient comme une tragédie et ceux qui sentent la voient comme une comédie. Dans les pires moments de notre histoire, il y a des... Alors, il n'y a pas un instant de comédie, il n'y a rien de drôle, mais des moments d'espoir, tant qu'on est en vie, tant qu'on porte un message, tant qu'on porte une mémoire, tant qu'on a quelque chose à délivrer, il y a un peu d'espoir.